consommation et la production. Alors vous allez me dire qu'il y a mille et une façons de produire et de consommer, c'est vrai, vous aurez raison. Ce matin, on va s'intéresser à la production, mais à grande échelle, de nos matières premières, telles que le blé, le colza, le soja. En clair, tout ce qui rentre dans la fabrication d'autres produits que nous consommons tous. Et il faut bien dire qu'à y regarder de plus près, c'est pas Jojo. Pour le dire gentiment, hein. Bon, c'est pas là un petit clin d'œil. Quand je dis Jojo, c'est pas un clin d'œil à Johnny Hallyday. Marie-Monique Robin est de la trempe de ces journalistes qui ne se contentent pas de ce qu'on leur dit. Elle a enquêté sur l'utilisation de ce fameux Roundup. C'est le produit star de chez Monsanto et du glyphosate, la super molécule qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Marie-Monique, bonjour. Bonjour Christophe. Et bienvenue en Guadeloupe. Vous êtes journaliste et documentariste et c'est d'ailleurs ce qui vous amène chez nous pour la présentation de votre dernier film, le Roundup, face à ces juges et sur invitation des amis du monde diplomatique. On vous a vu déjà hier soir au Ciné-Théâtre du Lamentin. Ça va, ça s'est bien passé? Très bien. Bon accueil? Oui, très bon accueil. On va voir ensemble pourquoi il faut avoir peur de ces produits vendus pour des produits miracles et quels sont les dangers pour notre santé. À côté de vous, je vous présente Marcus Herry, il est directeur de la production et du développement durable au LPG, c'est les producteurs de Guadeloupe. Bonjour Marcus. Bonjour Christophe. C'est pour la mise en scène quand je dis que je vous présente Marcus Herry parce que ça fait déjà 10 minutes que vous parlez ensemble. On va évoquer l'évolution des méthodes de lutte dans les bananeraies, lutte contre les mauvaises herbes, parce qu'il y a des mauvaises herbes qui empêchent une bonne culture, en tout cas une culture pas intensive non plus, mais dans de bonnes conditions. Et les champignons aussi, je crois que vous êtes particulièrement touché par les champignons dans les bananeraies. Alors on sait maintenant le rôle qu'ont eu les planteurs dans la pollution de nos sols au chlordécone, mais on veut être positif. Sur Guadeloupe Première, CMCN, et pour ça, on va aussi parler du plan de développement durable, biodiversité, les planteurs s'engagent, et avec eux, c'est toute une profession. Merci d'avoir répondu, en tout cas, à notre invitation, Marcus. CMCN et vous, sur la Première, au milieu des champs, sur une terre, on l'espère, le moins contaminée possible. Vous pouvez participer au débat. 05 90 96 6000 pour vos réactions, donc le rendez-vous utile et pratique. On va commencer avec vous, Marie-Monique Robin, et à ce combat que vous menez contre cet herbicide, le Roundup, ou le glyphosate, je crois que c'est la même chose d'ailleurs, glyphosate, Roundup, c'est même bitin. Et pour l'instant, on peut dire que l'Europe vient de marquer un point. Si j'en juge par la prolongation de 5 ans du glyphosate, l'utilisation, alors même que le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, l'a classé cancérogène probable. Ça paraît totalement insensé. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Alors, vous savez, il y a toujours deux manières de regarder le verre, à moitié plein, à moitié vide, n'est-ce pas? Alors, soit on est un peu positif, soit on est un peu négatif. Alors, si on est positif, eh bien, on était parti pour une réhomologation de 15 ans. Et tout le monde pensait que ça allait se passer vraiment les doigts dans le nez. C'était 3, 5 ou 15. Alors finalement, on est passé à 10, après à 7, puis finalement c'est 5. Alors, pour moi, c'est trop. Pour une raison très simple, c'est qu'après avoir passé 2 ans à enquêter sur cette molécule, qui est effectivement, donc vous l'avez dit, la molécule active du Roundup. Le Roundup, c'est la marque de Monsanto. Ouais. Monsanto l'a mis sur le marché en 1974, et depuis, il y a des génériques d'herbicides à base de glyphosate, c'est comme ça qu'on dit, depuis que le brevet de Monsanto est tombé dans le domaine public en 2000. Donc je pense que cette molécule est extrêmement toxique pour plein de raisons qu'on va peut-être aborder maintenant, et qu'il faut l'interdire. Mais une fois qu'on a dit ça, moi je sais qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'en servent, et qui évidemment et légitimement ont peur, parce qu'ils se disent comment on va faire si on n'a plus cette molécule dans 5 ans. Alors, moi, je pense, vous venez de parler du chlordécone, je me souviens avoir suivi ce dossier pour un autre film et livre que j'ai fait qui s'appelle Notre poison quotidien, où à l'époque, peut-être vous me confirmerez, Marcus, les planteurs de bananes disaient si on nous l'interdit, c'est la fin de la banane. Sous la porte. C'est la fin de la banane, donc dérogation, etc. On sait aujourd'hui le désastre sanitaire que c'est, et il a été interdit, il n'est plus utilisé, et c'était pas la fin de la banane. Donc, on peut très bien considérer que pour le glyphosate, ça soit la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, moi j'entends cette inquiétude. Quand on dépend d'un produit chimique ou de différents produits chimiques pour pouvoir cultiver, si on vous dit on interdit, ça fait peur. Mais on peut très bien imaginer un autre scénario qui consiste à dire on interdit et maintenant on passe à autre chose, c'est-à-dire en même temps on vous aide.
on vous soutient pour aller vers une agriculture durable, non chimique, qui respecte l'environnement, la santé des agriculteurs et celle des consommateurs. Et ça, on peut le faire comme on l'a fait au début des années 1960, quand moi je suis né sur une ferme du Poitou-Charentes. Vous savez la belle chanson de Claude Nougaro, sur une ferme du Poitou? Ben moi je suis né là. Hein. Je la connais pas. Voilà. Je suis né sur une ferme du Poitou. Vois où ça se trouve. Voilà. Une belle chanson de Claude Nougaro. Mon père, eh bien, il s'est lancé à fond dans cet agriculteur industriel. Mais comme beaucoup d'agriculteurs. Bien sûr. Les on yeux lui avait fermés. dit, voilà, on lui avait dit, c'est l'agriculture moderne, n'est-ce pas? Ce que faisait ton père, eh ben, ça appartient au passé. Et puis tu vas nourrir le monde, etc., etc. En plus, il était chargé d'une mission. Déchargé d'une mission. Ouais. Et c'est pour ça que c'est très respectable de penser qu'on va nourrir le monde. Bon, aujourd'hui, mon père, il a 82 ans. Il a vu beaucoup de malades et de morts. Parce que sur la ferme où je suis né, c'était un GAEC, un groupement. Oui. Vous savez ce que c'est un GAEC? Bon. Il y avait 5 associés. Tous ont eu un cancer. Tous. 2 sont morts de manière prématurée. Mon père aussi a un cancer, il n'est pas mort. Mais voilà. Mais donc, je veux dire par là que l'hécatombe dans les fermes, on peut pas la nier. Donc, on peut très bien imaginer qu'on fasse ce qu'on a fait au début des années 60, mais dans le sens inverse, si j'ose dire, c'est-à-dire une vraie loi de programmation agricole avec des soutiens, des techniciens qui viennent seconder, aider les producteurs pour produire autrement. Et on sait comment faire. Voilà. Alors, on va y revenir évidemment. Comment faire Marie-Monique Robin, je rappelle que vous êtes journaliste et documentariste. Et ce documentaire, vous pouvez le voir. Vous pourrez le voir dès ce soir. Oui. Je sais plus. C'est au Moule, dès ce soir, à la salle Robert Loisan. Et puis également, vous pourrez le voir samedi. Je vous dirai tout ça du côté de Gourbert, à la salle Gilles Fleureau. On va y revenir évidemment. On fait pas le procès des agriculteurs. On est là pour expliquer le rôle que vous avez, vous, agriculteurs, même si vous les représentez seulement, Marcus, puisque vous êtes le directeur de la production et du développement donc durable. Quand on parle de développement durable, on a toutes les raisons d'espérer pour l'avenir de la banane, puisque c'est singulièrement celle qui nous intéresse aujourd'hui. Marcus, est-ce que les planteurs utilisent le Roundup? Oui, aujourd'hui on utilise le Roundup. Mais juste 2 mots, Christophe, sur ce que vient de dire Marie-Monique Robin. C'est un constat aujourd'hui qui est partagé, je pense. Tous les effets des pesticides. C'est des données qui étaient moins connues, comme elle dit, dans les années 60. Oui, aujourd'hui, la science a vachement évolué. Les études sont beaucoup plus poussées. Et personne ne remet en cause les effets néfastes, éventuellement, des pesticides. Non, pas éventuellement. On va développer tout à l'heure, mais je dis éventuellement. L'autre point, c'est que, comme elle disait aussi, et nous partageons, c'est-à-dire que des méthodes alternatives existent. Il y a encore des impasses, il ne faut pas qu'on se cache. Il y a encore des impasses, que ce soit pour le glyphosate ou d'autres matières actives, de manière générale. Et tout le monde aujourd'hui, je pense, oui, tout le monde aujourd'hui converge dans le sens d'une autre agriculture. Donc aujourd'hui, je pense que le problème, on en est tous conscients. Maintenant, comment faire autrement ? Comment accompagner les agriculteurs et comment répondre à cette demande sociétale? Alors, si vous continuez, vous, planteurs, d'utiliser le Roundup, c'est que c'est un produit miracle qui ne peut pas être remplacé, en tout cas dans l'immédiat? Alors, pas du tout. C'est pas du tout un produit miracle. Il est vendu comme ça par Monsanto, c'est pour ça. Nous, on le diffuse pas de cette manière, en tous les cas. On n'a aucun pesticide miracle aujourd'hui. On va parler des efforts que les producteurs de bananes ont fait sur les 10 dernières années. Et vous verrez aussi que le glyphosate aujourd'hui ne représente qu'une infime partie des pesticides qui peuvent être utilisés en banane. Mais ce n'est pas du tout un produit miracle. Aujourd'hui, c'est encore utilisé, on ne va pas se cacher, parce qu'il y a encore des impasses. Mais juste pour rappeler, en 20 ans, le pourcentage de produits phyto en banane a été réduit de 70%. Donc, c'est pour vous dire l'importance qu'il y a accordée à la transition agroécologique dont on va parler, j'espère, tout à l'heure. D'accord. Alors ça, c'est des pourcentages. 30%, il reste 30% d'utilisation par rapport à ce qu'on utilisait auparavant. En tonnage, ça représente quoi, par exemple, en quantité à l'échelle de la Guadeloupe? Vous avez une idée, Marcus? Alors, à l'échelle de la Guadeloupe, non, j'ai pas, parce que j'ai pas les données de toutes les filières. Mais... Oui. 75 000 litres en Guadeloupe. Ah, vous avez le 75 000 litres. Je me renseigne. 75 000 litres d'herbicide à base de glyphosate, donc il y a aussi des génériques, déversés en Guadeloupe. En France, c'est 9 000 tonnes globalement, dont 8 000 tonnes uniquement pour les agriculteurs. L'autre millier de tonnes, c'est pour les jardiniers, etc. Donc la Guadeloupe, c'est à peu près 1% de l'utilisation française, ce qui est quand même une bonne moyenne. Franchement, voilà. On l'utilise aussi dans la canne à sucre, le glyphosate. En fait, on l'utilise pour
un peu partout. Hein, c'est un désherbant total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il affecte tout type de végétation qu'on estime indésirable, n'est-ce pas? Alors qu'avant, on avait des herbicides, pour qu'on comprenne, qui étaient sélectifs, hein, qui visaient certains types de mauvaises herbes, entre guillemets. Alors moi, j'aime pas le mot mauvaise herbe, parce que j'ai vu des fermes en agroécologie, dont ici vrai. à Sainte-Rose. Donc j'étais il y a 2 jours sur la ferme de monsieur Hélin Losange, qui pratique l'agroécologie, et où il a sur un même terrain à la fois de la banane, j'ai vu du curcuma, des ananas, des patates. C'est le douces. jardin pastoral, là. Et là, on a une association de cultures qui va faire qu'il n'a pas de problème, ni de mauvaises herbes, ni de ravageurs. Parce que c'est la diversité sur le terrain même qui va faire qu'on n'a pas ces problèmes. Vous savez, c'est vrai pour le colza, c'est vrai, vous avez parlé du soja, c'est vrai pour le blé. Là, on commence à avoir des problèmes avec les ravageurs ou les mauvaises herbes, c'est quand on fait de la monoculture. Donc le problème, c'est de sortir de cette monoculture. Et j'aimerais bien savoir d'ailleurs si vous travaillez aussi un peu dans ce sens. Ah oui, est-ce que c'est possible? C'est ce que j'allais vous demander, Marcus Héry. Est-ce qu'il est possible, par exemple, pour un planteur, d'envisager autre chose, autrement, de planter différemment et de s'éloigner de cette monoculture? Alors, Et être rentable. Alors, je pense, là encore, c'est un peu une idée de la banane d'il y a 20 ans aujourd'hui. La monoculture est un peu révolue en banane. On a 70% de nos petites, moyennes exploitations, et voire de plus grande taille, qui ont une autre spéculation, ou voire 2-3 autres spéculations sur leur exploitation. La monoculture, on n'en parle plus. Aujourd'hui, ne serait-ce que le fait d'avoir des plantes de couverture, c'est pas valable que dans les autres filières, que sur les exploitations bio. Les parcelles en banane sont couvertes. Et je suis très d'accord avec Madame Robin quand on dit qu'on ne parle pas de mauvaises herbes. Au contraire, ce sont des alliés de nos cultures. Oui. Donc le terme mauvaise herbe n'a plus lieu d'être. Donc c'est plus des herbes ennemies, mais des herbes amies. Exactement. Parce Voilà. qu'elles ont un rôle. Hein. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate concrètement en fait? C'est vrai qu'avant, il fallait avoir un champ qui était nu, qui était propre. Aujourd'hui, avec les couverts végétaux sur les parcelles, il y a un retour, mais inimaginable, de la biodiversité dans les parcelles. Et les agriculteurs sont les premiers surpris. Alors bien évidemment, tout le monde ne pratique pas encore cette agroécologie, mais on est, comme je le dis encore tout à l'heure, dans cette transition. Et je pense que il faut qu'on soit, au moins aujourd'hui, se dire que le tout chimique, en banane ou dans les autres filières, même s'il y a encore des phytos qui sont utilisés, est révolu. Et aujourd'hui, la transition, elle prend plus ou moins de temps en fonction des filières et en fonction de l'accompagnement qu'on y a derrière. Il y a le constat évidemment de ce qu'on voit là maintenant, et puis il y a la transition, vous y faites référence, Marcus Héry. On va y revenir, je rappelle que vous êtes directeur de la production du développement durable aux producteurs de Guadeloupe, et puis elle est de passage chez nous pour la présentation de son documentaire, mais aussi de son bouquin, je ne l'ai pas dit, le bouquin est sorti en simultané, hein, Oui, vous avez tout à fait ça en grand, même temps, oui. Marie-Monique Oui. Robin, on va y revenir, donc le Roundup face à ses juges, vous pourrez le voir ce soir et demain. On vous redira tout ça dans un petit instant. Ne bougez pas et vous pouvez participer au 05 90 96 6000. On s'intéresse à du lourd, un géant, c'est Monsanto, et vous pourrez voir le travail de documentariste qui a été fait sur 2 ans et demi, vous m'avez dit tout à l'heure, Marie-Monique Robin. Vous êtes la réalisatrice de ce documentaire. À voir ce soir à la salle Robert Loison, 19h le rendez-vous. Et puis également samedi à la salle Gilles Floreau à Gourbert, donc à 18h30 pour la projection. Et c'est suivi également d'un débat. Marie-Monique Robin, merci d'être venue jusqu'ici pour nous parler de votre travail. Si on a de quoi se réjouir également de notre futur, ou est-ce qu'il faut continuer à lutter? Est-ce que c'est pas le pot de fer contre le pot de terre, hein? Parce que vous luttez depuis un petit moment. Hein. Il y a eu Le Monde selon Monsanto. Oui. Depuis, vous continuez à lutter avec les armes que vous avez, c'est-à-dire les moyens de communiquer, et les mots et les images. Marcus Héry, vous êtes le directeur de la production et du développement durable au LPG, les producteurs de Guadeloupe. Et on s'agite du côté du LPG, j'ai envie de dire. On fait ce qu'il faut pour minimiser son impact sur la nature. Et merci pour ce travail-là. Est-ce qu'on pourrait revenir avec vous, Marie-Monique Robin? On aurait pu commencer par là. C'est quoi exactement le glyphosate? Ça agit comment sur les sols?
Alors, c'est un herbicide total, donc qui détruit toute forme de végétation. Alors, quand il a été mis sur le marché, la première fois en 1974 par Monsanto sous la marque Roundup, ça a été considéré vraiment comme un produit miracle. Ah, on peut le dire, hein. J'avais raison alors. Oui, quand même, c'est vrai. Hein. Non, oui, tout à fait. Ouais. Mais la question était, est-ce que ça produit du miracle pour la banane? Oui, Voilà, oui, voilà, donc, à l'époque. Et pourquoi? Parce que il y a eu plein de petites publicités faites par Monsanto en disant que c'était biodégradable. Alors, vous imaginez un produit qui détruit tout, même bon pour la santé et en même temps aussi. biodégradable. Voilà. Alors c'est un mensonge. Moi, je l'avais déjà révélé dans Le Monde sur le Monsanto. Monsanto a été condamné 2 fois, une fois à New York, une fois en France pour publicité mensongère. Ils n'ont plus le droit de le dire. Ce n'est pas biodégradable. Et c'est tellement pas biodégradable d'ailleurs que moi, en rencontrant un agronome aux États-Unis, dans l'Iowa, vous savez, dans le Midwest, hein, eh bien, il m'a dit la demi-vie, c'est 21 ans. Donc, vous voyez qu'on est très très loin de la biodégradabilité. Voilà. Alors, on disait aussi que c'était bon pour l'environnement, vous vous souvenez. Donc, voilà, ça a été vendu partout. C'est devenu le chouchou de tous les agriculteurs, les jardiniers, les maraîchers, etc. Et c'est devenu l'herbicide le plus vendu au monde. Donc, Oui, voilà. je suis avec vous, rassurez-vous, vous voyez, je suis au four et au moulin. Et donc, c'est un produit. Donc, aujourd'hui, on sait que c'est un produit très toxique, donc pas biodégradable. Il se bioaccumule même. Si vous voyez mon film, vous verrez, c'est tout le contraire. Et qui est. Alors, ça, c'est quelque chose dont personne ne parle, et j'insiste beaucoup là-dessus. Je pense que ça intéresse aussi les producteurs de le savoir. Le premier brevet obtenu sur cette molécule, le glyphosate, c'est pas Monsanto qui l'a obtenu. C'est ça. C'est en 1964, une autre multinationale américaine, vous l'avez vu, Marcus, dans mon film, tout à fait. et qui l'a obtenu. Pourquoi? Parce que cette molécule a une caractéristique. Elle est ce qu'on appelle un chélateur de métaux. Alors ça fait peur quand on entend ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a des pinces, en fait, cette molécule, on va faire schématiquement. Hein. Elle est capable de séquestrer et de fixer tous les métaux qui sont dans son environnement et de les rendre solubles et donc dans l'eau. Hein. Donc, à quoi ça a servi d'abord le glyphosate? Ça a servi à détartrer les chaudières et les canalisations d'eau. Vous vous rendez compte? Et on découvre dans mon film et dans mon enquête que finalement cette fonction de chélation de métaux, qui est vraiment, c'est un chélateur très puissant, continue quand on se retrouve dans les sols, quand la molécule se retrouve dans les sols. Et c'est pourquoi aujourd'hui aux États-Unis, il y a une quarantaine de maladies qui ravagent les champs de maïs et de soja transgéniques qui ont été manipulés génétiquement pour pouvoir être arrosés justement de glyphosate. Et à force de s'accumuler dans les sols, le glyphosate a tellement séquestré tous les minéraux que les plantes sont malades parce qu'elles sont en déficience de minéraux. Mais ça a le même impact sur nous. J'allais y venir justement, Marie-Monique. Alors l'absorption de glyphosate, donc ça dissout nos sels minéraux. Voilà, tout à fait. Alors on le voit dans les élevages. On voit un vétérinaire américain dans mon film qui n'était pas du tout anti-glyphosate parce qu'il pensait vraiment que c'était et qui découvre que petit à petit les élevages, des éleveurs qui suivent depuis des années et des années ont des problèmes qu'on n'avait jamais vus jusqu'à présent. Il comprend rien, il passe des nuits à ruminer le dire. Et enfin, il comprend que c'est parce que c'est un chélateur de métaux. Et comme ces animaux sont nourris avec du soja ou du maïs transgénique imbibé de glyphosate, parce que ça a été, encore une fois, ces plantes ont été manipulées pour pouvoir résister aux épandages de glyphosate, eh bien, les animaux sont déficients en minéraux, ce qui provoque, alors, quand c'est des truies qui attendent des petits, eh bien, des problèmes de malformation congénitale, etc. Et on retrouve la même chose chez les humains. Donc, ça, c'est quelque chose dont on ne parle jamais, et que moi, je souligne vraiment, parce que c'est très inquiétant quand on sait en plus qu'aujourd'hui, nous sommes tous imprégnés, je dis nous, les citoyens français. Vous voulez dire qu'on a tous un petit peu de glyphosate? Ah bah oui. Moi, j'ai fait pipi dans un flacon, moi, au printemps dernier. Oui, vous avez le droit. Le droit, voilà. C'est une association qui s'appelle Génération Future, qui fait un bon boulot sur les pesticides. Elle a demandé à des personnalités. Alors, il y avait Manon Loiseau, la chanteuse. Émilie Loiseau, pardon. Il y avait Delphine Bateau, l'ancienne ministre de l'Environnement de la France. Enfin, on a tous fait pipi. Est-ce que vous avez toutes eu du glyphosate dans votre pipi? Tout le monde avait du glyphosate dans son pipi. Et à un taux 12 fois supérieur à ce qui est autorisé dans l'eau. Donc mais c'est parce que vous vous nourrissez mal, Marie-Monique. Ah oui, je bois du glyphosate tous les matins au petit déjeuner, c'est évident. Non, alors la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que moi j'étais dans la fourchette basse, très clairement, parce que tout ça c'est public, hein, c'est un document public qu'on peut retrouver sur Internet ou dans mon livre. Et comme je mange bio à la maison, mais qu'à la maison, parce qu'évidemment quand je viens ici à Guadeloupe Première et que je mange à la cantine, c'est pas bio, donc vous voyez...
Ça, c'est pas gagné d'avance. Quoique, on se fournit, si vous mangez des bananes de chez Marcus, de chez LPG, elles sont plus ou moins de bonne qualité. Donc voilà, en tout cas, elles sont de bonne qualité, elles sont pas bio, mais il y a de un bonne petit peu qualité. il y a un petit peu de Non, mais Roundup, c'est- mais pas beaucoup. et en tout cas, Non, pas dans les fruits. c'est confirmé dans une autre étude en Allemagne avec une cohorte de 2000 citoyens. Donc voilà, tout le monde est imbibé de glyphosate. Pourquoi? La communauté européenne a établi une liste de 378 aliments qui sont susceptibles d'avoir des résidus de glyphosate, parce qu'il est utilisé partout. Et on le retrouve dans l'eau, on le retrouve dans l'air, on le retrouve dans la pluie. Il est très volatile d'ailleurs. Donc Oui. c'est très inquiétant. Alors, cette fonction de chélation de métaux est très inquiétante. Puis il y a une dernière fonction qu'on n'aborde jamais. En 2010, Monsanto a obtenu un brevet parce que c'est aussi un antibiotique à très large spectre, le glyphosate. Donc vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Quand il est dans les sols, eh bien, il détruit les bonnes bactéries. Quand il s'accumule, c'est pas un seul passage qui va provoquer ça, mais il détruit les bonnes bactéries et encourage la prolifération des mauvaises bactéries, d'où ces maladies qu'on retrouve. Et si vous lisez mon livre, je donne plein d'exemples d'études qui montrent ça. Et évidemment, dans notre organisme, c'est pareil. Quand on a du glyphosate dans son organisme, ça veut dire qu'on a des résidus d'un antibiotique. Vous comprenez le problème? On est très inquiet aujourd'hui à cause de la résistance aux antibiotiques qui est due à un usage trop important des antibiotiques. Donc voilà, je pense que vous l'avez dit, c'est aussi un produit cancérigène, classé cancérigène probable Par le cirque. Et c'est aussi un perturbateur endocrinien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire Il n'y a pas que celui-là. Il y en a plein, des perturbateurs voilà, endocriniens. le chlordécone en était un autre. Il agit comme une hormone de synthèse et à de très faibles doses. Donc c'est une molécule très dangereuse. Je pense vraiment très toxique et c'est pourquoi je pense qu'on devrait l'interdire au plus vite. Eh ben, on va pas interdire l'intervention à nos auditeurs ici dans CMCN. C'est Roger ou Robert? Roger. Oui. Roger, autant pour moi, Roger. Oui. Oui. Oui, je vous présente Marie-Monique Robin et Marcus Herry. Oui, j'ai écouté l'émission, magnifique. Mais en tout cas, il y a urgence sanitaire vraiment pour notre pays. J'habite dans une bananeraie, j'habite à Capesterre-Belle-Eau, entouré d'une grande bananeraie qui qui monte jusqu'à Routier, pour ceux qui connaissent Capesterre, qui commence depuis le bourg, à partir du bourg et qui monte vers Routier. Je ne vais pas dire le nom du propriétaire. Donc j'ai un petit jardin, je ne dirais pas bio mais naturel, où j'ai justement du curcuma, du maïs, etc. À côté, à gauche, justement à ma face, c'est la bananeraie. Ils ont passé du Roundup là. Il n'y a pas, vous voyez, c'est comme la route. Il n'y a rien qui vit, rien du tout. Et ça pue beaucoup, ça sent beaucoup. À ma gauche, il y a juste un petit lopin de même pas 1 hectare. C'est du Roundup. Il n'y a rien, justement, après Maria, ils ont passé ça le cyclone. À ma droite, c'est pareil, un tout petit lopin, c'est même pas un grand propriétaire, c'est du Roundup. Derrière, c'est du Roundup. Je suis le seul résistant pour monter un petit jardin. D'accord. Bon, Roger, vous résistez au Roundup. Il n'y a pas une grenouille sur les bananeraies. Le monsieur qui parle là, le représentant, bien sûr, c'est pour le lobby des grands propriétaires. Mais c'est inadmissible. Il faut dire la vérité à ce peuple. Mais oui, Roger. C'est inadmissible ce qui se passe en Guadeloupe, qui est une petite île. D'accord. Il y a une culture Roundup dans le pays, y compris les petites, c'est-à-dire les gens qui ont un petit jardin passent du Roundup. C'est-à-dire pour désherber ses fleurs, les gens passent du Roundup. Pour faire son gazon, à côté, on met du Roundup. C'est terrible. Alors, il faut peut-être quand même rappeler... Oui, Roger, le glyphosate est interdit dans les espaces ouverts au public à partir de... il le sera en tout cas à partir du 1er janvier 2019. Alors, je parle sous couvert. Non. Il faut visiter vous êtes animateur, il faut visiter les bananeraies. Oui, j'ai déjà visité les bananeraies, Roger. Ça, c'est du pipeau qu'on raconte au grand public. Ça, c'est d'une manière officielle. On sait ce qui s'est passé au niveau Commission européenne. Sinon, c'est 15 milliards qu'ils devraient donner aux producteurs, ceux qui ont l'agrément pour produire les différents trucs de Monsanto. Oui, les agritures. C'est de Monsanto qu'on a lu, qu'on a accepté. Donc ça, c'est du bluff et on trompe tout le public. Et ça, c'est terrible. Et ça crée bien sûr des maladies multiples. Donc c'est parce que moi je vis la chose. Oui. Je vous invite justement à Capesterre pour visiter les bananeraies en tant qu'animateur et vous verrez le résultat en Guadeloupe. D'accord. Y compris tous les Guadeloupéens qui sont conscients mais qui sont complices
dans ce truc-là. Merci pas Roger. Uniquement les agriculteurs, mais qui sont complices. Le Guadeloupéen est complice. Le citoyen est complice. D'accord, merci Roger, on est là pour informer la population. Je comprends bien votre agacement. Non, mais c'est terrible. Oui, mais on comprend bien et merci de faire de la résistance, Roger. Je voudrais juste quand même, je vous souhaite une bonne journée. La réponse, évidemment, elle vous appartient, Marcus Herry. Il faut peut-être rappeler aussi que c'est fini les pendages aériens, c'est terminé maintenant. Maintenant, on agit directement sur chaque pied de banane. C'est quand même important aussi à Oui, les pendages aériens, c'est fini. Enfin... L'auditeur précédent n'a pas parlé des pendages aériens. Je vais lui répondre précisément. Et je comprends d'ailleurs son inquiétude. Et de dire qu'il y a une utilisation d'herbicides dans les bananeraies, ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Et j'ai pas dit qu'on en était à 0 herbicide. Oui. Ce qu'il a aussi dit et qui est important, c'est qu'il y a une utilisation de Roundup dans des petits lopins de terre qui produisent de la fleur, dans des petits lopins de terre à côté. Donc, pas que la bananeraie. Donc, pour vous dire à quel point l'utilisation du Roundup, si c'est vraiment ça, ou du glyphosate ou de l'herbicide en général, est généralisée. Donc c'est pas lié typiquement à une bananeraie. L'autre chose que je voulais lui dire quand même, c'est que je suis à la merci d'aucun lobby. Et en Guadeloupe, quand même, on est quand même on est 200 petits producteurs à l'échelle qu'on regarde le monde. Donc il n'y a pas de lobbying qui existe, je veux dire. Et c'est pas nous qui allons pouvoir changer les décisions face au glyphosate. Ça, c'est la première chose. Et de deux, nous ne cherchons pas non plus à faire du lobbying pour le glyphosate. Au contraire, nous nous inscrivons dans des changements de pratique. Et je le répète encore, le changement de pratique, ça prend du temps. Il y a encore quelques impasses qui existent. Donc on utilise encore un peu d'herbicide, mais en même temps se met en place tout un ensemble de pratiques pour réduire ces impacts. Donc par contre, quand on voit que dans d'autres cultures hors banane, dont il a rappelé tout à l'heure, comment ça va être contrôlé tout ça? Parce que les producteurs de bananes sont aujourd'hui encadrés et contrôlés. Mais les autres dont il a cité, il n'y aura aucun contrôle sur tout cela. Et la problématique peut venir de là. Je vais continuer avec vous, Marcus Herry, parce que vous êtes le directeur de la production et du développement durable. De quelle manière, quel plan vous mettez en action pour faire avancer dans le bon sens la biodiversité, faire cohabiter, exister le végétal et l'animal? Le détonateur... Parce que là, lui, il nous disait, Roger, qu'il n'y avait pas de grenouilles sur les... il n'y avait plus rien du tout, il n'y avait pas un qui vive. Par contre, il a fait une belle invitation, c'est d'inviter les différents Guadeloupéens à venir sous les bananeraies. Et je lance aussi la même invitation. Pour revenir sur la question que vous avez posée, comme disait Marie-Monique Robin... Oui, vous avez plus ce que vous vouliez dire. Non, je voulais juste vous demander qu'est-ce que vous mettiez en action. Qu'est-ce que vous faites exactement, concrètement, pour... Alors, le détonateur a été effectivement la chlordécone, il y a déjà depuis 1993, où voilà, les décideurs se sont vraiment posé la question, quelle agriculture, quel modèle banane pour demain, en fait. Et on s'est bien rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer dans le tout chimique. Donc il y avait plusieurs aspects. Il y avait les maladies des feuilles du bananier, les champignons que vous avez rappelé tout à l'heure. À l'époque, c'était la cercosporiose jaune. Oui. Aujourd'hui est arrivée la noire, qui est beaucoup plus virulente. Ah oui. Il y avait du parasitisme tellurique, entre guillemets, des nématodes et des charançons. D'où la chlordécone. Le fameux charançon. Pour la chlordécone. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque aussi, pour les adventistes, les mauvaises herbes qu'on appelait à l'époque, les herbicides. 3 grands fléaux. Les charançons, arrêt de la chlordécone, recherche massive du cirade en Guadeloupe, et on aboutit à du piégeage et des jachères. Du piégeage. Piégeage de charançon. Voilà, vous faites comment? Vous mettez des pièges à charançon. Des pièges à charançon, il y a une phéromone, ça attire le charançon, et clac. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Enfin, aujourd'hui, on dit tout simplement. Sauf qu'il y a 20 ans, c'était pas tout simplement. On ne le savait pas. Voilà. On n'avait pas fait les études. Oui. C'est ça. On encourageait, il faut quand même dire, on encourageait les produits chimiques. Voilà, c'est ça. Et par exemple, pour la cercosporiose, par exemple. Alors, avant de venir à la cercosporiose, deuxième grand fléau, ce qu'on appelait avant les mauvaises herbes, qui sont aujourd'hui plutôt des adventistes amis. Les mauvaises herbes, on devait les détruire. On devait avoir une parcelle qui était propre. Recherche encore massive du CIRAD, qui ont intensifié les recherches. On met en place des associations avec des plantes de service, on couvre les sols, et là on se rend compte de 2 choses. D'une part, on n'a plus d'herbes en compétition avec les bananes, et la deuxième chose qu'on s'y attendait peut-être le moins, et qui est une vraie réussite aujourd'hui, c'est ce retour de la biodiversité. Ce retour de toute la faune et de la flore qui aide les plantes et les bananiers à se protéger contre tous les ennemis, en fait. D'accord. Oui. Le troisième gros point, c'est la cercosporiose, où là,
on est en plein dedans, où il y a peut-être un peu plus d'impasse, mais on y arrive. On met en place des effeuillages massifs. C'est coûteux. Ça, c'est manuel, humains. ça. Hein. C'est manuel, parce que la banane, c'est une culture qui est très manuelle. Donc, ça demande beaucoup de main-d'œuvre, mais on n'a pas le choix. Donc, c'est de la prophylaxie. Et derrière, le CIRAD travaille sur des variétés résistantes aux cercosporioses. Alors, je précise tout de suite sur les variétés résistantes aux cercosporioses, c'est de l'hybridation naturelle. Il n'y a pas d'OGM, en fait, en Guadeloupe. Et je dirais que la chance et l'avantage qu'on a quand on voit le film de Marie-Monique aux États-Unis, où la surface en OGM est considérable, donc ils auront un double défi à relever, et qu'on n'aura peut-être pas, nous, en Guadeloupe et peut-être en métropole, c'est-à-dire qu'on n'a pas de culture OGM. Donc la transition se fera peut-être de manière plus facile. Ce que eux cultivent en OGM, c'est ce que nos bêtes mangent aussi. Donc, on est entièrement d'accord. Mais je parle au niveau de la production, en Guadeloupe. Oui, de la production. Allez, on est avec vous et on est avec Marie-Monique Robin, l'auteur de ce documentaire, aussi bien le livre que le documentaire, donc que vous pourrez voir dès ce soir à la salle Robert Loison ou samedi à la salle Gilles Fleureau à Gourbert. Le Roundup face à ses juges, et quand on parle de Roundup, on pense au glyphosate utilisé encore un tout petit peu dans nos bananeraies, mais on fait ce qu'on peut et ce qu'on fait de son mieux du côté du LPG, donc des producteurs de Guadeloupe. À tout de suite. Le temps passe si vite en votre compagnie. Il faut dire que le sujet est plutôt vaste. Le Roundup, vous avez mis plus de 2 ans à travailler sur ce bon produit, le Roundup. Alors forcément, c'est pas facile de résumer votre travail de 2 ans et demi en 45 minutes. Marie-Monique Robin, journaliste et documentariste, ce documentaire, vous pourrez le voir ce soir à la salle Robert Loison et samedi donc à la salle Gilles Fleureau à Gourbert à 18h30. Et puis Marcus Herry, courageusement, vous êtes venu non pas affronter Marie-Monique, mais vous êtes venu nous dire comment vous pouviez œuvrer pour un environnement plus propre et plus respectueux, en tout cas une production plus respectueuse de l'environnement. Vous êtes directeur de la production et du développement durable au LPG, les producteurs de Guadeloupe. Je l'ai pas dit, mais je l'ai pas demandé, j'ai pas posé la question, j'ai pas fait la recherche. Vous êtes, il y a combien de producteurs en Guadeloupe? Chez nous, il y en a 180. 180 producteurs. Tous sont affiliés au LPG, donc. Oui, voilà. D'accord. Et ils ont tous un devoir de faire au mieux, en tout cas, d'être le plus respectueux possible de l'environnement. Alors, ce que j'allais dire, la difficulté de la tâche, c'est qu'on se doit, en fait, d'accompagner les 180. Ils n'ont pas tous les mêmes moyens, ils n'ont pas tous le même niveau technique, mais nous, en tant que coopérative, on doit effectivement accompagner tout le monde vers cette transition. C'est ce qui peut prendre aussi parfois un peu de temps, en fait, parce qu'il y a toujours des pionniers. Il y en a qui y croient un peu moins. Et après, voilà. Et on parle avec vous de j'ai envie de l'appeler l'Attila des herbants, parce que partout où il passe, l'herbe ne repousse pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Marie-Monique Robin, mais en préparant cette interview hier soir, j'ai lu que l'Institut national de recherche agronomique, l'INRA, a remis un rapport scientifique sur cette question au ministre de la... à Nicolas Hulot, que vous connaissez bien d'ailleurs, Agnès Buzyn, enfin tous ceux qui sont... Et a priori, donc, pour eux, pour l'Institut, des alternatives existent, même s'il reste des impasses. C'est quand même de bon augure, ça veut dire qu'on est en train de se dire, oui, il y a moyen de faire autrement. Oui. Alors je souligne quand même au passage que l'INRA de Guadeloupe voulait me rencontrer et qu'ils ont consulté l'INRA national et qui a dit non. Vous êtes persona non grata, c'est ça? Oui, donc je vous dis, et je le dis publiquement parce que voilà, je trouve ça un peu dommage parce que je pense que pour sortir de cette impasse collective dans laquelle nous sommes, eh bien, on a besoin de se rassembler tous et de collaborer. Voilà, tourner la page en disant on prend le temps qu'il faut parce que ce que vous avez dit, Marcus, c'est exactement ce vers quoi il faut aller. Hein. Je le dis vraiment. C'est donc remplacer ces solutions chimiques qui sont une impasse en elles-mêmes parce que on sait très bien qu'au fil du temps, les mauvaises herbes, entre guillemets, développent une résistance, les parasites développent des résistances, il faut aller toujours plus, avoir la main toujours plus lourde avec, voilà. Donc, ce que vous faites, c'est ça qu'il faut faire. Et je suis sûr qu'on prend date si dans quelques années, vous réglerez tous ces problèmes et vous aurez en plus une très grande biodiversité avec des plantes mellifères, vous pourrez avoir de nouveau des abeilles, enfin, oui, etc., etc. Donc, c'est formidable, c'est ça, l'agroécologie, hein, c'est de chercher la complémentarité entre les différentes plantes, les arbres,
y compris les animaux d'ailleurs. Hein. Oui, d'ailleurs, justement, vous faites bien d'y faire référence, Marie-Monique, parce que les chauves-souris, elles ont une utilité aussi, non? Oui, tout à fait. En fait, on a un projet qui a commencé il y a 2 mois avec l'association AFSA de Guadeloupe, avec Madame Ibéné, que je salue au passage d'ailleurs. C'est l'association de sauvegarde pour la réhabilitation de la faune des Antilles. D'accord. Et on a installé sur une exploitation en fait des gîtes de chauves-souris. En fait. Et les chauves-souris sont aussi réputées pour manger des petits insectes comme les trips qui dénigrent un peu la qualité visuelle. C'est des auxiliaires en fait. Donc ce sont des vrais auxiliaires en fait. Ouais. Donc c'est tous ces projets mis bout à bout qui fait qu'on aura des vraies solutions demain pour les agriculteurs. Alors. Et comme on dit en créole, ensemble nous pis fort. Oui, voilà. bien sûr. Et ça en est l'exemple même, Marcus. Voilà. Il faut du temps, mais en même temps, c'est qu'à de dire. Moi, quand j'ai fait les moissons du futur, je travaillais avec donc Monsieur le professeur Olivier de Scuter. C'est quoi les moissons du futur? C'est un film et un livre. Ah, d'accord. Sur les alternatives agricoles. Et il se trouve que l'origine de ce documentaire et de ce livre, c'est donc Monsieur Olivier de Scuter, qui était rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation et qui a fait un rapport aux Nations Unies sur l'agroécologie en disant il faut sortir de ce modèle agro-industriel qui en plus contribue au réchauffement climatique, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça aussi quelque chose de très important. Et il y a des alternatives. Il avait fait le tour du monde, et moi j'ai fait le tour du monde avec ma caméra, enfin, etc. Et on voit partout dans le monde des agriculteurs qui, comme vous, des producteurs, eh bien, vont vers cette agroécologie pour, à terme, se passer de la chimie. Et les alternatives, on les connaît, elles existent. Et là où je suis d'accord aussi avec Marcus, c'est que, en même temps, moi je l'ai vu sur la ferme de mon père, c'est mon frère qui avait repris la ferme, après le monde sur le Monsanto, que ça a fait un électrochoc dans ma famille, hein, et mon frère qui avait repris la ferme et s'est passé en bio, et bien n'empêche que c'est quand même, il faut réapprendre un métier. Vous voyez, mon frère me dit, moi j'ai appris, il avait fait la maison familiale, je ne sais pas si ça existe en Guadeloupe, voilà, et ça, après il est devenu ingénieur agronome, mais moi j'avais appris à mettre 1 litre de Roundup par hectare ou 2, mais après la vie des sols, je n'y connais rien, donc on a besoin de recherche appliquée aux besoins des agriculteurs, selon les terroirs, les productions. Évidemment, c'est pas la même chose quand on produit des bananes. Bon, cela dit, il faut sortir, j'en suis vraiment convaincu, de la monoculture de la banane, il faut sortir de la monoculture du blé, comme on a dans la Beauce, vous voyez, en France, en métropole. Donc voilà, et petit à petit reconstruire de la polyculture, vous voyez. Voilà. C'est la solution. Mais il faut de l'aide. Oui. C'est ça, un accompagnement. Un accompagnement. C'est un petit peu votre rôle aussi, en tant que directeur, justement. Vous éduquez aussi les planteurs, vous leur apprenez à faire mieux. Mais je rebondis sur ce que dit Marie-Monique, c'est-à-dire que c'est un vrai métier à réapprendre. Oui. Parce que comprendre comment fonctionne une plante, comment fonctionne le sol, et c'est pas évident, parce que l'agriculteur n'a pas été habitué à ça. Et dire que ça, c'est l'essence même du métier d'agriculteur qui s'est tellement perdu avec l'action de personnes. En fait, c'est tout ce volet qui prend du temps. C'est pas juste d'appliquer une technique en elle-même, mais c'est tout ce volet de compréhension et de maîtrise de ces paramètres qui prennent du temps. Ça ne concerne pas nos planteurs de bananes, mais si on regarde de plus près la santé morale de nos agriculteurs hexagonaux, la pression est telle qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Ouais. C'est dire le désert qu'il traverse. Ah oui, bien sûr. Mais moi, en 1997, j'ai fait un documentaire pour TF1, donc vous voyez, c'était il y a 20 ans, déjà sur le suicide des paysans en France. Hein. Donc ça continue d'être la profession où on se suicide le plus en France. Oui, avec la police peut-être, oui. Les policiers. Alors à tour de rôle, il y en a un qui passe, voilà. Mais c'est dramatique, il y a un malaise extraordinaire, enfin, moi je dis extraordinaire dans le sens terrible, quoi, dans la profession agricole, avec des agriculteurs qui gagnent en moyenne 350 € par mois, parce qu'ils sont très endettés, donc il y a un vraiment malaise, mais c'est pour ça qu'il faut repenser tout ça. L'agroécologie aussi, j'allais dire son complément, c'est aussi de réorganiser la distribution des aliments pour quand même favoriser les circuits courts au maximum, ce qui rapporte plus d'argent aussi pour ceux qui produisent. Je dis pas qu'il va falloir continuer à exporter de la banane parce que nous on n'en fera pas en France, et moi je n'ai rien contre le fait que des produits qu'on fait pas, on les échange, mais là on est vous voyez bien dans le monde actuel, c'est absolument terrible, les aliments se baladent sur des grandes distances, et en Guadeloupe, vous faites venir des aliments de métropole, ce qui est complètement ridicule. Enfin, voilà. Alors que à 80%, oui, voilà, d'importation. Donc, ça veut dire aussi penser circuit court. Alors, la banane n'était pas vraiment le bon exemple pour ça, mais dans plein de... Voilà. Donc, et ça, on sait faire.
Eh ben, en tout cas, préférez la banane antillaise à la banane dollar. Elle est du, hein? Au moins ça, quand même. Ah, ça, au moins ça. Non, ne faites pas ça à Marcus et à tous ceux qui sont derrière, les quelques 140, 180, autant pour moi. Vous avez 30 secondes pour nous dire qu'il y a une grande utilité d'aller jeter un œil et tendre l'oreille à ce que vous pourrez voir et dire ce soir, donc, du côté de la salle Robert Loison, Marie-Monique Robin, et puis samedi à Gourbert. Que va-t-on voir? Ça va se passer comment la soirée? Alors on passe le film, première chose. Hein, donc moi je fais l'introduction, puis après il y aura un débat. Donc je crois qu'il y a quelqu'un de chez vous, n'est-ce pas? Philippe Allienne. Voilà, qui va venir, qui va faire un peu la même chose qu'on vient de faire, mais après le film, répondre aux questions du public. Et je trouve que c'est bien, justement, dans l'idée de construire ensemble quelque chose de différent. Moi j'ai toujours dit, on ne changera pas de modèle sans que les consommateurs et les mangeurs, parce que moi je préfère utiliser le mot de mangeur, et les producteurs collaborent. Ce ne sera pas l'un contre l'autre. Donc il faut ensemble trouver des solutions pour sortir de cette impasse qui est maintenant évidente. On a toutes les raisons de le faire parce que ce glyphosate, il est dans les champs et puis après dans les champs, il se retrouve dans l'assiette et puis après l'assiette, et ben voilà, c'est dans notre corps. La preuve, vous en allez dans votre pipi. Oui. Marie-Monique Robin. On le dit avec le sourire, mais c'est plutôt inquiétant. Pas pour vous, mais pour tout le monde. Hein. Le Roundup face à ses juges, et puis Le Monde selon Monsanto également, ça c'était dans le passé. Je rappelle que ce documentaire, vous pouvez le voir. Ça c'est paru, ça a été produit par Arte, et puis par La Découverte pour la version bouquin. Merci d'être venu. Bon séjour ici, et merci à Marcus Herry d'être venu également, directeur de la production et du développement durable au LPG, les producteurs de Guadeloupe. Merci, messieurs, dames. Merci.